ils suivent les évolutions. Ça a commencé comme ça, ok? Ça a commencé comme ça, ils ont commencé à parler comme ça, ensuite ils ont changé ça pour faire ça, tout ça. Et puis après, ils arrivent à trouver les réelles procréations locales, si on peut le dire comme ça. Là encore, l'objectif c'est de cartographier les intentions derrière la désinformation en fait. Pourquoi ils font ça? Pourquoi est-ce que ceux qui font la désinformation, ils font ça? Ça c'est le signer. Un exemple marquant, nous avons travaillé dans la campagne la cartographie de la plaque de désinformation en Afrique de 2024. Donc 72 campagnes de désinformation qui ont ciblé 13 pays, y compris la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest. Donc l'Afrique de l'Ouest est la région la plus ciblée avec 40% des campagnes documentées sur le continent. Et les principaux acteurs de la Côte d'Ivoire, c'est la Russie et puis d'autres acteurs nationaux. Donc ce sont ces types de données qui alimentent notre veille et nous permettent de comprendre l'ancrage géopolitique des narratifs circulants. Nous avons aussi l'analyse financière avec Trust Lab. Okay. Trust Lab, c'est on suit l'argent. Qui finance quoi, qui fait quoi et comment il le fait. Et on a testé cette approche dans plusieurs pays d'Afrique. Donc quelles sont les recommandations que Code for Africa a? Nous recommandons en fait de renforcer les capacités locales, former les journalistes, les activistes, les étudiants, les femmes, les jeunes aux méthodes de vérification des faits. Okay? Démocratiser les outils de fact-checking. Il faut que ce soit à la portée de tout le monde. Il faut aller s'adresser aux gens, leur parler dans leur langue locale, pour leur dire c'est comme ça qu'on doit faire pour changer les choses. Et soutenir des incubations d'unités de vérification. Donc on a l'AFCA, Bilal est responsable de l'AFCA. L'AFCA c'est quoi? L'Agence africaine de vérification des faits. C'est encore une initiative de Code for Africa et qui consiste à renforcer les capacités des médias et des OSC. On a aussi, il faut aussi adopter une approche inclusive, travailler avec les leaders religieux, parce qu'il y a énormément de désinformations qui viennent de chez eux. Les influenceurs, les chefs traditionnels, pourquoi? Parce qu'ils sont les premiers à relayer l'information, on les écoute. Donc si on les forme, ils peuvent être des relais d'information. Et aussi encourager les bailleurs à financer des projets, ça c'est important. C'est avec leur argent qu'on arrive à travailler. Et pour conclure, la désinformation dans le Sahel, ce n'est pas seulement un désordre de l'information, c'est un phénomène complexe. Et malheureusement, il y a beaucoup d'intérêts qui sont derrière, et il y a aussi des dynamiques locales, internationaux, mais ça reste un terrain d'innovation et de résistance citoyenne. Je crois aujourd'hui que nous avons les connaissances, on a aussi la volonté collective pour agir. Donc c'est à nous de renforcer cette résilience, en n'imposant pas des solutions évidemment, mais en co-construisant des stratégies avec les populations concernées. Moi, je suis doctorant en géopolitique et relations internationales. Donc, quand j'aborde ces sujets, j'ai écrit un ouvrage sur le Sahel, Sahel, puissance géopolitique, enjeux sécuritaires, un livre qui aujourd'hui, voilà, en tout cas, a eu une bonne réception au Sénégal et au sein du Sahel et au niveau international. Et je pense que je ne peux qu'avoir cette démarche géopolitique, ou en tout cas cette compréhension de la situation. Géopolitique dans le sens où la géopolitique c'est la collision entre la géographie humaine et la géographie physique qu'on plaque sur un espace. Et en ce moment, on parle d'enjeux de puissance. Et justement, on parle des informations et le territoire dans lequel nous sommes est un territoire virtuel. Et donc, on peut appréhender l'épaisseur qui dépasse la géographie physique parce qu'elle est sans borne. Et aujourd'hui, c'est peut-être le sens de ce panel-là, ou bien en tout cas de cet atelier-là, parce que la désinformation aujourd'hui, on voit l'ampleur et les dégâts constatés, notés dans le monde. J'ai l'habitude de donner l'exemple, par exemple, du président américain Trump, qui, comme ça, de Togo, dit que des Africains mangent des chats. Ou bien, en tout cas, les Africains mangent des... Mais qu'est-ce qui était vrai, les Africains? Les Émirats africains. Bon, c'est un débat très intéressant. Mais je pense que, pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous? Parce qu'il n'y avait pas de preuves. Et là, on reste, voilà. Il n'y a pas de preuves. Et très rapidement, on assiste quoi? À de la propagande politique d'un populiste, donc dans un carnaval populiste. Quelqu'un qui veut instrumentaliser les émotions. Et les politiciens utilisent beaucoup ça lorsqu'il s'agit de désinformation. Ça, c'était une parenthèse. L'autre parenthèse, c'est par rapport à, tout à l'heure quelqu'un l'a évoqué, la Chine. Et le professeur disait tout à l'heure, parlait
du monsieur en ce moment qu'on a attrapé, qui a dit que la Covid a été inventée, ou en tout cas a échappé un peu des officines médicales. Inoculer les... Exactement, ce qui est grave. Mais et l'exemple que je donne aussi, c'est l'exemple du mouvement 5 étoiles en Italie. Il y a un excellent livre de Giuliano Impaoli, qui est un maître penseur, qui parle des ingénieurs du chaos et qui parle comment effectivement à travers la désinformation, tout un processus politique a été mis en œuvre pour faire accéder ce mouvement-là au pouvoir. Et on en vient au Sahel, justement aujourd'hui. Et le Sahel aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs. On parle de ces 3 pays aujourd'hui qui constituent l'AES. Et dans ces acteurs-là, on a les États, bien entendu. On a les groupes extrémistes, les groupes criminels, etc. Mais aussi, on a les partenaires techniques financiers, entre parenthèses, mais en tout cas les États. Et tout ça, c'est un écosystème autour de la désinformation, parce que chacun prêche pour sa propre paroisse. C'est pourquoi je vous renvoie par exemple à une étude de Georgetown University, qui est sortie en janvier 2025, qui parle des acteurs locaux et internationaux qui utilisent la désinformation, mais surtout l'intelligence artificielle pour irriguer le message de propagande, tout le croissant sahélien. La Russie n'est pas en reste, elle utilise aussi tout un réseau ou un processus. Exactement, et c'est apparu d'abord dès le départ avec l'entité de sécurité russe, avec souvent le nom machin, qui est devenu aujourd'hui African Security, et dont le fondateur, Wagner au départ, qui est devenu, et dont le fondateur a été est mort. Et dans la même dynamique, il y a aussi le African Center for Strategy, qui en mars 2024 dit que 40% de la désinformation en Afrique est concentrée au Sahel. Ça, c'est important. Et parce que aujourd'hui, on est en train de diriger la perception de la rue sahélienne. Pour faire comprendre aux Sahéliens, et malheureusement, la plupart du temps, on oriente cette perception-là contre des États ou des États contre d'autres États. On pense qu'aujourd'hui que la France est le punching ball, etc. Tout ça nous amène à, comme je le disais tout à l'heure, à exacerber des émotions ou en tout cas des compréhensions qui ne sont peut-être pas véritablement fondées. Et je termine, parce que j'ai les 3 minutes, et par les conséquences aujourd'hui. On a une violence inouïe au sein du Sahel, on a des affrontements parfois avec une communauté de destin ou même des ethnies. Je donne l'exemple tout le temps avec les Peuls et les Dogons. Malheureusement, ça aussi c'est l'instrumentalisation de l'émotion ou en tout cas la désinformation. Il y a aujourd'hui des coups d'État, une discontinuité politique qui se passe au sein du Sahel principalement. Je pense que les solutions, c'est toujours pour moi, et j'envisage des solutions dans un continuum plus complexe, c'est-à-dire la CEDEAO, qui doit mettre en place des moyens, accompagner les États. On parle d'éducation aux médias, j'ai bien aimé l'éducation aux réseaux sociaux aussi, parce que c'est important de prendre un peu la température sociale et où exactement les populations sont basées, comment les populations continuent à avoir une lecture même de la situation et peut-être les entraîner vers ça. Voilà ce que je voulais dire. Vous savez la rigueur qui caractérise votre réflexion et nourrit nos esprits. C'est ma façon d'admirer cela. Là aussi, de donner chaque fois ces espaces de dialogue et d'échange, puisque la réponse à cette problématique se trouve uniquement dans le travail ensemble, la collaboration, l'innovation et la coopération. C'est un phénomène qui s'émue très rapidement et il faut que les acteurs soient ensemble pour se réinventer chaque jour pour tout le monde. Difficile donc de parler après vous, sans vous répéter. Je vais donc juste aborder un aspect peut-être du point de vue légal, qui est important aussi en tant que moyen de réponse à cette problématique-là et pour construire la résilience des populations à long terme. Ce que nous voyons, si la désinformation, et permettez-moi d'utiliser des informations pour faire référence à toutes les formes de manipulation, si la désinformation est un problème pour nous, pour l'État aussi, il n'en est pas le cas chaque fois. Il peut être une opportunité aussi pour certains acteurs en fonction de leurs intérêts clés. Et si je me réfère à la présentation qui a été faite, nous avons vu que les sources des informations sont variées, les acteurs sont variés,
au point que je me permets de dire, est-ce qu'aujourd'hui, ou si pas aujourd'hui, demain, il n'y a pas une forme d'industrie de la désinformation pour défendre des grands intérêts politiques, des grands intérêts économiques, financiers, et parfois tout simplement des jeux de positionnement social. Il suffit de voir quand dans un village on se dispute un tronc traditionnel, la place que joue l'information, manipulée ou réelle, et ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Pour dire que le phénomène est vieux, et c'est important au regard de cette ampleur de donner une place importante à la recherche. Si aujourd'hui la Chine, la France, les États-Unis et d'autres acteurs peuvent s'affronter non pas par les biais des chars de combat, mais de l'information sans dire leur nom, ça veut dire que nous, en tant qu'acteurs, nous avons une responsabilité de démasquer aussi cela. Et ça passe par la recherche pour mettre à nu qui sont les vrais acteurs, qu'est-ce qu'ils poursuivent, quels moyens ils utilisent. Si les populations ont cela, c'est un outil très important pour eux de savoir analyser, interpréter ces jeux de combat entre les acteurs aux intérêts variés. Et ça, c'est seulement la recherche qui peut le faire. Il y a des essais de recherche par-ci, par-là, mais la réponse doit être systématique, coordonnée, puisque les acteurs sont plutôt très forts, très sophistiqués et stratèges. Et donc, il n'y a que des chercheurs bien aguerris qui peuvent démonter cette industrie-là. Ça, c'est un premier aspect. La tendance de l'État pour répondre à la désinformation, l'autre lui-même n'en est pas l'auteur, puisqu'on a vu qu'ils sont parfois les grands auteurs. Il suffit de voir en période électorale, en période de manifestations politiques ou consorts, c'est de légiférer, et légiférer pour réprimer. Ce que nous voyons est que la tendance est d'utiliser ces lois anti-désinformation contre les activistes, contre la dissidence, contre l'opposition. Il est donc tout à fait important que les populations disposent des moyens et des outils nécessaires pour pouvoir challenger les lois qui sont utilisées contre elles au nom de la lutte contre la désinformation. Et on trouve ce genre de dispositions légales aussi bien dans nos codes de presse que dans nos codes de procédure pénale ou les lois pénales elles-mêmes et les lois sur la cybercriminalité, la cybersécurité, etc. etc. C'est important pour une résilience et pour une réponse à long terme que nous soyons en mesure de challenger ces lois-là et que les populations en disposent pour finalement amener un cadre légal qui vise à promouvoir l'information tout en contrant tant soit peu la désinformation. L'autre aspect, toujours dans les cadres plus ou moins légaux, c'est la responsabilité des plateformes. Et je ne vois pas seulement Google, Meta ou Apple ou Amazon et les autres, mais c'est aussi, comme vous l'avez dit, madame, comme Yacine l'a dit, ce que j'appelle nos plateformes locales. Vous allez voir qu'une discussion qui commence sur Facebook quelque part peut aller atterrir sur nos plateformes ici à Dakar en Wolof. Et qu'est-ce que ça génère? Pour combien de millions de personnes? Donc ça, c'est important que ceux qui gèrent les plateformes soient redevables envers nous les usagers sur comment ils régulent entre guillemets la désinformation, mais également qu'ils disposent des capacités nécessaires pour pouvoir traiter l'information. Et pour les grandes, la redevabilité est plutôt double, que ce soit dans les règles communautaires lorsqu'ils existent, comment nous y participons, comment elles sont définies, mais aussi parfois dans leurs relations de débauche avec les États. Supprimer ces contenus, ça ne sera jamais publié. C'est important de voir ça. Enfin, c'est les médias, vous l'avez bien dit, revenir à l'éthique, à la déontologie, à la vérification des faits, au croisement des sources selon l'époque où on est. Ça, c'est des valeurs aussi de redevabilité sur les compétences nécessaires. La seule chose où j'aimerais nuancer cela, c'est de dire que nous avons aujourd'hui cette émergence de nouveaux journalistes. Je sais que la question fait débat. Personne ne va arrêter ça. Pour nous, la solution est dans comment nous amenons ces personnes-là qui se donnent
la profession du journalisme à être des journalistes qui répondent à la déontologie. Et ça passe par des investissements, aussi bien de la part de l'État que de nous, la société civile et des autres acteurs de l'écosystème de l'information. Les supprimer, les rejeter, les nier ne marchera tout simplement pas. Et enfin, c'est toutes ces formes de mesures positives que les collègues ont citées, ou les citoyens ordinaires, que ce soit vendeur ambulant, ou ma mère à la maison, ou les paysans dans son champ, ces compétences dont ils doivent disposer pour savoir s'engager en ligne. Qu'est-ce que je regarde en ligne? Qu'est-ce que je peux partager? Comment moi-même me rendre compte si l'information est correcte? Et tout ça, tous ces facteurs sont liés. Et ce que j'ai dit, et ce que les collègues ont dit, aucun moyen ne va marcher sans l'autre. Pour une résilience et une réponse à long terme, sachant que ce phénomène, personne ne peut l'éradiquer, il est lié à notre coexistence sur la Terre, mais la solution se trouve dans comment nous répondons, comment nous nous réinventons, comment nous innovons, pour que l'effort pour contrer la désinformation n'affecte pas le flux de l'information elle-même, n'affecte pas la liberté d'expression, la capacité des personnes de partager leurs opinions, mais plutôt les promeuvent et nous permettent de résister. Merci beaucoup. La malinformation, la désinformation, la mésinformation, tout ça c'est des concepts qui finalement dans leur finalité ont un impact négatif. Je pense qu'on peut aller rapidement sur la communication de Yacine, qui reconnaît effectivement qu'il y a un écosystème fait de tous ces mots dont je viens de vous parler, malinformation, désinformation, etc. Et que de toute façon, la solution de Yacine, après avoir reconnu, et c'est ça que je disais, un peu les dysfonctionnements, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle de journalisme de qualité. Si on parle de journalisme de qualité, c'est sûr que c'est un rapport peut-être avec une autre forme de journalisme. Et je pense que quand Yacine dit que nous sommes formés à faire la collecte, le traitement et le recoupement de l'information, pour nous, c'est les bases du journalisme de qualité. Apparemment, ça ne suffit plus, parce que dans le contexte mondial, on parle effectivement de journalisme de qualité. Donc, Yacine, je pense qu'elle nous conseille de retourner d'où nous venons, en empruntant les pratiques professionnelles qu'on nous enseigne dans les écoles de journalisme, qui en fait permettent aussi de conserver l'éthique et la déontologie, qui est un premier facteur de professionnalisme du journalisme. En termes de recommandations, Yacine pense qu'il faut aller combattre le phénomène là où il s'exprime le mieux, c'est-à-dire venir sur le champ des réseaux sociaux pour faire même de l'information et de l'éducation sur ce champ précis. Sans pour autant aussi nier le fait que, effectivement, des professionnels aguerris, ou en tout cas des gens qui ont voix au chapitre dans les médias, peuvent également être porteurs ou même fabricants de désinformation. On l'a vu avec le cas de je pense qu'Isabelle est revenue un peu. Moi, je vous disais que l'impact est le même par rapport à leurs répercussions, mais je pense qu'Isabelle, Gabrielle est beaucoup plus précise en nous disant un peu que quand même les répercussions de la désinformation peuvent avoir effectivement des répercussions au niveau comportemental, au niveau cognitif. Tout le monde a vu comment on monte voilà, les petites vidéos sur la religion. Nous les femmes, on prend toujours un gros paquet parce qu'il y a toujours des montages qui vont nous maintenir dans la soumission, dans ramper derrière le mari pour aller au paradis, etc. Voilà, donc il y a une industrie également de la domestication qui nous est totalement destinée. Je pense qu'elle a raison aussi, il y a une dimension institutionnelle également. Et je pense que là, elle rejoint un peu Alfred. Quand ça vient à ce niveau-là, effectivement, ça constitue parfois une opportunité pour les pouvoirs en place, les gouvernements, effectivement, de bâillonner même en quelque sorte toutes les voix discordantes. Ce n'est pas seulement la presse, mais il y a toujours
maintenant tout le monde connaît la cybercriminalité. On voit donc comment ça peut être aussi une opportunité pour des pouvoirs, pour des forces effectivement de brimer un peu la liberté un peu d'expression. Je passe rapidement parmi les recommandations, je passe sur les procédures de vérification un peu de l'information au niveau de l'Afrique, mais je pense que parmi les recommandations, effectivement, Gabriel propose la formation de journalistes et d'autres groupes cibles, comme les leaders d'opinion, comme les leaders religieux, les leaders communautaires, qui ont quand même une voix qui porte. De pouvoir mobiliser également des ressources pour le financement d'incubation, de vérification. Ça rejoint, je pense, un peu ce que Safini disait par rapport au dispositif, par exemple, que constituent les radios communautaires à l'échelle locale, à l'échelle communautaire. Voilà, Thierno, qu'on a repêché du fond de l'eau, revient effectivement sur l'ampleur de la désinformation. C'est vrai, nous tous nous sommes submergés parce que voilà, nous sommes sur un espace virtuel effectivement qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de bornes et chacun, même depuis sa case, peut balancer tout ce qu'il veut à moins qu'on coupe l'internet. Et moi, mes enfants m'avaient appris à télécharger des PN à l'époque. C'est dire donc que voilà, je pense effectivement que la désinformation, la mésinformation aussi prospèrent parfaitement dans les contextes de montée des populismes, qui ont besoin de fabriquer un discours, de faire tout un construit auquel les populations doivent adhérer pour porter vraiment ces mouvements-là. C'est terrifiant quand même, on le dit depuis ce matin, que le Sahel est devenu un champ de prédilection, par exemple, voilà, de la désinformation. Tout le monde a vu ces militaires qu'on faisait passer pour des militaires français qui embarquaient tout l'or du Mali et qui avaient suscité à l'époque un flot d'indignation alors que c'était parfaitement faux. Ça s'est avéré faux. C'est vrai, il y a beaucoup de... en fait, je pense que le danger qui nous guette, c'est qu'au-delà, comment même, dans quelle mesure le djihadisme, les mouvements djihadistes ne se nourrissent pas finalement aussi de tout ce chaos-là. Que si vous prenez le Mali que je connais bien, les Dogo et les Bambara avaient des relations de proximité très fortes. Moi, il m'arrive de discuter avec des Maliens bien placés et qui me disent oui, les Dogo là, parce que nous on les a accueillis, parce qu'on leur a prêté nos champs, ils pensent que maintenant on va les décimer tous. C'est un discours tout à fait nouveau. Dogon et Bambara se sont toujours bien entendus au Mali. Vous avez entendu tout ce qui se passe au Burkina avec la communauté Peul. Voilà, donc je pense qu'effectivement, c'est une problématique qui interpelle, à mon avis, la CEDEAO, qui devrait interpeller la CEDEAO, qui devrait interpeller quand même l'Union africaine, parce que je pense que ça peut désagréger effectivement notre sous-région. Et ça a commencé d'ailleurs. Actuellement, maintenant, on parle du Bénin, on ne parle plus du Mali, Burkina, un peu d'inclusion vers le Bénin et même vers le Ghana. Je pense que j'ai bien résumé en mettant quand même, en ajoutant le fait que, effectivement, cette industrie-là de la désinformation a besoin quand même de chercheurs très au fait de la situation, pour démonter un peu les mécanismes. Mais, et c'est le gros mais, moi je ne suis pas chercheur, mais je suis très frustrée pour les chercheurs, parce qu'une recherche, finalement, elle n'a de valeur que lorsqu'elle est disséminée, que lorsqu'elle est vulgarisée. Et je pense que le financement de la recherche intègre la production, mais n'intègre pas la vulgarisation. Et je sais que nous, personnels des médias aussi, on a une responsabilité. Je pense qu'il est plus facile de discuter du sexe des anges que de prendre une publication comme ça et d'en faire, par exemple, un plateau spécial avec des sachants. Donc ça, je pense que c'est un peu la faiblesse de la recherche, qu'elle ne soit pas disséminée. Voilà, je pense que j'avais bien noté l'inquiétude d'Alfred qui
Et je l'ai évoqué plus haut d'ailleurs, que ce contexte de désinformation ne donne l'opportunité à des dirigeants finalement de restreindre drastiquement la liberté d'expression.